Chers amis du PP, jeudi 23 février, il pleut, il pluvine, que dis-je, il bruinasse tout au plus dehors, mais bon, on va en profiter pour emballer une vidéo supplémentaire. Oui, 1,5 mm, tout ce qui est tombé cette nuit, ce matin et à l'instant. Mais bon, la surface du sol est un peu humide, un peu glissante. Donc, raison de plus de rester dans le bureau. Alors, je vais continuer cette série de réponses à Jean-Pierre, les mettre un peu en forme parce que certains jours ou à certains moments lorsque j'ai enregistré, visiblement, j'étais pas en très grande forme quand je regarde ça a posteriori. Mais avant tout ça, regardez, je vais faire un petit clin d'œil à un de mes fans parce que s'il y a des gens qui me traitent de nasillon, etc., il y a aussi, vous êtes beaucoup plus nombreux, d'une part à me mettre des commentaires extrêmement positifs. Dans une vidéo un jour, j'ai parlé de score brejnevien, pour ceux qui connaissaient Georges Marchais, donc qui connaissent aussi Brejnev, qui se faisait réélire à 97%. Et un jour, dans une vidéo, j'avais dit que ça m'inquiétait un tout petit peu. Et donc là, un fan qui m'a fait un tout petit clin d'œil, il se reconnaîtra et m'a envoyé, fan donc de technologies nouvelles. Je suis absolument incapable de le faire, mais il m'a fait donc par une impression, une imprimante en 3 dimensions, ce petit transat et l'inscription le potager du paresseux. Donc merci. Ça, ceux qui m'envoient des graines, ceux qui simplement me mettent un commentaire, tout ça m'encourage à continuer mes bêtises, même si de temps en temps je suis tout simplement fatigué. L'âge, des soucis, etc., la santé qui fait des hauts, des bas, ou tout simplement, il faut s'y mettre, quoi. Ces vidéos, c'est des heures de travail, donc de temps en temps, on repousse un peu comme la déclaration des impôts. Je voudrais aussi répondre à un ou deux commentaires ou une ou deux questions. Quelqu'un m'a demandé comment je faisais pour monitorer toutes ces températures. Alors j'ai un boîtier dont je vais vous incruster la photo. Un boîtier de marque Misol qui se trouve ici dans la maison, près du rebord de fenêtre le plus proche de mon potager, et par chance, le haut de mon potager est à peu près en ligne droite sans obstacle à moins de 300 mètres. Et donc, quand je ne ferme pas le rideau, j'ai un rideau métallique, et ça fait, obstacle aux ondes. Si je ne ferme pas le rideau, j'ai en live et en permanence les températures qui par ailleurs sont sauvegardées sur une carte, une micro SD. Je peux donc récupérer les données, les introduire dans un fichier Excel et faire mes propres courbes au-delà des affichages que me fait cet appareil. Donc il est livré avec 5 sondes, j'en ai acheté 3 supplémentaires puisqu'il est capable d'en gérer jusqu'à 8 et donc j'ai 8 sondes placées à différents endroits de mon potager, ce qui m'a permis de constater ces écarts de température parfois surprenants. Et donc au printemps dernier, ce fait qui m'a d'abord, perturbé, que la température dans la serre au ras du sol pouvait être plus basse que la température à l'extérieur de la serre
au même ras du sol. Ça, c'est donc un point. Je ne fais pas de pub, je n'ai pas de boutique, hein, donc vous achetez ça si vous voulez. Chez moi, donc, elle tourne depuis, je crois, 2 ans, sans trop de difficultés. Il y a quand même 1 ou 2 sondes qui ont pris l'humidité en bas, notamment une qui est dans la serre, avec les condensations en permanence, qui continue de me renvoyer les données, mais dont l'écran est oxydé, ne fonctionne plus. Un commentaire sur lequel je voudrais revenir, parce que vous êtes peu nombreux. J'essaye de répondre à peu près tous les commentaires où j'ai quelque chose à dire, hein. Donc des fois vous me dites merci, c'est formidable. Bon, quand je suis poli, je réponds merci, et puis des fois je scrolle. Des fois, je réponds très vite. Quelques-uns d'entre vous se sont rendus compte que je n'avais pas perçu un trait d'humour. Oui, parce que, évidemment, je ne sais pas où j'en suis, mais peut-être 10 000 réponses ces 5 dernières années. Donc, c'est clair que je ne fais pas dans la subtilité. Mais donc, j'ai remarqué que quelques-uns posent ou reposent ailleurs la même question, ce qui m'a fait penser que vous êtes peu nombreux à lire les réponses que je fais aux commentaires des autres. Donc les plus intéressants, il faudrait que je les reprenne. Et sur la question des résineux, plus particulièrement de l'usage des aiguilles de pin, quelqu'un m'a fait remarquer que dans le Midi, les propriétaires de pinèdes ramassent ces aiguilles de pin pour éviter la propagation des incendies. Et effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, il évoquait l'auto-inflammation, et là, je vais à nouveau détruire un mythe tenace. La biomasse, même sèche, le papier, les aiguilles de pin, les essences qu'émettent un certain nombre de plantes aromatiques ne s'auto-enflamment pas aux températures, même les canicules les plus sévères. Il faut toujours qu'il y ait soit une flammèche, une braise, du verre qui traîne et qui fait un effet loupe, un mégot qu'on jette, et je ne parle bien sûr pas de pyromanie, qui est quand même une des causes importantes de déclenchement des incendies. Donc je ne crains absolument pas le risque d'auto-inflammation d'aiguilles de pin qu'on utiliserait en paillage intensif dans son potager. Je pense qu'on peut écarter cela. Pour ce qui est de la propagation d'un feu, et notamment des petits feux que l'on fait chez soi pour brûler quelques déchets, ou des braises qui giclent d'un barbecue, là, c'est tout à fait une autre histoire. Il est évident que des aiguilles de pin sèches, donc des résineux secs, vont s'enflammer plus facilement que le foin ou que la paille ou que du BRF ou que des écorces. Cela dit, si le feu a pris chez votre voisin et si vous avez couvert votre potager avec du foin, avec de la paille, ou avec des aiguilles de pin, il y a fort à parier qu'en été, quand cette couche est sèche, le feu progresse. J'en veux pour preuve les incendies qui parfois frappent les champs de blé et qui se propagent alors que ça a été déclenché simplement par une étincelle sur une barre de coupe ou sur un outil. Donc c'est des choses qui existent, et toute la parcelle va brûler. Donc on peut penser raisonnablement qu'un potager couvert d'une épaisse couche de paille va de la même façon, peut-être sans doute un peu moins vite,
laisser progresser le feu et le propager. Donc, nuance à faire entre auto-inflammation, déclenchement d'un incendie, propagation d'un incendie au ras du sol. Je ne voudrais pas dissuader ceux qui nettoient leur pinède dans le midi, autour de leur maison. Je ne voudrais surtout pas les dissuader de nettoyer, ne serait-ce que pour ces petits accidents qu'on a évoqués. Une braise de barbecue qui gicle, le petit feu que l'on fait pour vite brûler ceci, ou un passant qui négligemment jette un mégot. Voilà ces 3 points. Et donc dans cette vidéo-là, je vais répondre à une deuxième question, et j'insiste aussi là-dessus, parce que certains de vos commentaires auraient voulu que je fasse un point un peu plus général ou sous un autre angle de telle ou telle question. Je réponds à des questions que Jean-Pierre m'a posées. Et la deuxième question après « Qu'est-ce que le BRF ? Qu'est-ce que le broyat ?» d'après moi, ça a été qu'est-ce que la fin d'azote? Donc il me demande mon avis sur la fin d'azote, et la vidéo que je lui ai transmise et que vous allez voir maintenant n'est que la réponse à cette question simple: qu'est-ce que la fin d'azote? C'est pas le meilleur topo que j'ai fait dans ma vie. Des fois, je paye cash le fait de ne pas préparer mes réponses, de ne pas avoir un script ou je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, on note sur un bout de papier les différents points qu'on va aborder. Et donc, si vous regardez cette vidéo, je vous invite à aller jusqu'à la fin. Je ferai 2 ou 3 commentaires pour compléter, corriger la réponse que j'ai faite à Jean-Pierre, plutôt compléter. Voilà, c'est parti. Alors, ta deuxième question, définition de la fin d'azote. Eh bien, c'est du français, tout ce qu'il y a de plus simple, fin d'azote. S'adressant à un potager, il s'agit d'un potager dans lequel les plantes manquent d'azote pour avoir une croissance qu'on va appeler optimale, normale, correcte, etc. Donc la définition est archi simple et archi évidente. Quel est le lien entre broyat, BRF, fin d'azote, et là, tout à coup, les jardiniers s'en mêlent et ça devient évidemment extrêmement compliqué, puisque mot valise, puisque notion floue, puisque pas de biologie, mais des croyances, et basique, c'est parti en discussion de comptoir, de bistrot. Ben ouais, ben c'est un con, machin, un truc, non, ben je ne connais rien, et tais-toi donc. Voilà. Alors, prenons les choses calmement et à la base. Quand une question est compliquée et que les avis divergent, il ne faut pas rester sur la question, il faut chercher quelque chose de plus global, de plus fondamental. Le vivant. Et s'agissant de légumes, je vais essentiellement me focaliser sur les végétaux et quelques variantes dans la vie du sol, bactéries, champignons. De façon tout à fait étonnante et qui peut surprendre un jardinier, la recette du vivant est relativement uniforme. En gros, l'essentiel d'une plante que vous avez devant vous, d'un champignon aussi, est constitué de quoi? Il est constitué à partir de 4 éléments majeurs, éléments au sens chimique. Si c'est trop compliqué, comprendre 4 sortes d'atomes: le carbone, l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. Avec ces 4 sortes d'atomes,
je te fabrique l'essentiel de la biomasse végétale. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Il y a quelques molécules plus compliquées, notamment les molécules qui gèrent les flux d'énergie dans les plantes, qui gèrent l'hérédité, ADN, ARN messager, un mot qu'on a entendu ces derniers temps, ont besoin en plus de phosphore. Donc, je me suis noté rapidement les pourcentages moyens des analyses. Carbone, 40 à 50% de la biomasse sèche. L'eau ne compte pas, hein. Une salade que tu dessèches ou la salade avec de l'eau, il y a une seule différence, combien tu vas pisser après. L'eau, c'est juste un diluant. Quand tu dessèches une salade, les molécules restent les mêmes, mis à part l'eau qui s'est séparée. Donc, carbone, 40 à 50%, oxygène, 42 à 44%, azote, le fameux N, 1 à 3%, et l'hydrogène, H, donc 6 à 7%. Donc, je les reprends dans l'ordre. Carbone, 40 à 50, oxygène, 42 à 44, hydrogène 6 à 7% et l'azote 1 à 3%. L'azote entrant essentiellement dans le constituant des protéines. Les autres éléments sont à la fois dans les glucides, c'est le squelette des glucides, c'est le squelette des lipides et c'est le squelette de base des protéines dans lesquelles il y a en plus systématiquement de l'azote, parfois du soufre. Voilà donc ce qu'il faut savoir. Donc quand tu fais le rapport entre la quantité de carbone et la quantité d'azote, donc le fameux rapport C sur N, alors vous allez me dire pourquoi le carbone c'est C et l'azote c'est pas A. Ben ça, il faut remonter à la chimie post-moyenâgeuse, et à l'époque, l'azote s'appelait nitrogène. Les anglo-saxons l'appellent toujours nitrogène, et il a fallu attendre Lavoisier pour constater que si on met une souris dans un bocal rempli d'azote de l'air, elle meurt, donc azoo, contraire à la vie. Et c'est devenu l'azote. Donc N, azote. Vous ne faites pas piéger. Et donc le rapport C sur N tel que je vous l'énonce comme ça, si vous prenez les bornes un peu extrêmes de ces analyses, bah vous avez entre un rapport, si vous divisez l'un par l'autre, de 12, 13 jusqu'à 50 pour, on va dire, la moyenne des plantes. Alors pourquoi c'est si important et quelle relation y a-t-il avec Broyat, etc. Ben, certaines matières sont extrêmement pauvres en azote parce qu'elles n'ont pas de protéines. En gros, les protéines, c'est le fonctionnement d'une cellule. Donc on va avoir des matières qui sont plus des fibres, qui sont constituées presque exclusivement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Pour ceux qui ont de vagues souvenirs de leurs études, etc., savent que le glucose, c'est C6H12O6, aucun N. Et par conséquent, quand je vais faire de l'amidon, mais aussi quand je vais faire de la cellulose qui n'est jamais qu'une longue chaîne de glucose, en gros c'est C6H10O5 un très grand nombre de fois pour faire ce qu'on appelle un polymère, c'est-à-dire une grande molécule, une longue fibre. Voilà. Et donc plus un matériau est riche en lignine, en cellulose, éventuellement en amidon, et en sucre de ce genre, et plus
il aura de carbone et proportionnellement, moins il aura d'azote. Et donc son C sur N, un gros chiffre en haut, un tout petit chiffre en bas, le C sur N va devenir très élevé. Le vivant, lui, comme il fonctionne, une plante qui pousse, elle a des feuilles vertes, qui fait de la photosynthèse, il y a des milliers de réactions chimiques là-dedans. Il faut des milliers de sortes d'enzymes différentes. Toutes les enzymes sont des protéines, sont des molécules dans lesquelles il y a de l'azote. Une plante qui vit, des champignons qui poussent, des bactéries qui se développent, ont besoin d'une certaine proportion d'azote par rapport à la quantité de carbone pour pouvoir se développer, se multiplier. Pour faire simple, vous n'arriverez pas, n'essayez pas, parce que ça finira en drame, d'élever un enfant, de le faire grandir en bonne santé en le privant de protéines, d'azote. Vous pouvez prendre des protéines végétales, des protéines animales, qu'importe, pourvu que ce soit équilibré et qu'il y ait tous les besoins. Avec que des spaghettis, ou que des pommes de terre, ou que du manioc, vous allez avoir un enfant qui va être d'abord chétif, et puis à un moment donné va développer un gros ventre. C'est une maladie liée à une carence qui s'appelle le kwashiorkor. Manque de protéines, c'est irréversible. Donc le cerveau, à partir d'un certain stade, ne récupère plus. Et donc, votre sol, les organismes de votre sol ont besoin, et vos légumes bien sûr, ont besoin d'une certaine quantité d'azote. Donc maintenant, revenons à nos broyables. Première hypothèse, on va aller plus loin même. Première hypothèse, vous êtes un paresseux comme moi, vous déroulez du foin. C sur N, carbone sur azote, dans le foin, environ 25. Les substances humiques, l'humus qui va se former à moyen terme dans ce sol, a un C sur N, quand l'humus est jeune, de 15, qui tend progressivement vers 10-11. Ça veut dire que vous ne pouvez pas fabriquer d'humus dans votre sol si vous n'avez pas au moins 10%, 6 à 10% d'azote par rapport au carbone que vous avez. C'est pas possible, la recette du vivant, là en l'occurrence de l'humus, qui est une matière organique dérivée du vivant, ne le permet pas. Vous ne pourrez pas avoir des bactéries ou des champignons qui se développent s'ils ne trouvent l'azote pour faire leurs protéines, pour faire leur ADN, leur ARN et toutes ces molécules du vivant qui renferment de l'azote et qui sont essentielles au fonctionnement du vivant. Donc, vous avez besoin, en gros, on va simplifier, de 15 grammes de carbone, 1 gramme d'azote. Proportion de C sur N de 15 pour fabriquer quelque chose qui se tienne. Retenez cette base. C sur N 15, il vous faut 15 grammes de carbone pour 1 gramme d'azote. Et puisqu'on va parler de fin d'azote, on va retourner la phrase. Il vous faut 1 gramme d'azote chaque fois que vous avez 15 grammes de carbone qui sont mobilisés, soit pour fabriquer des nouvelles bactéries, des nouveaux champignons, etc., ou d'un autre côté, pour fabriquer des substances humiques, ces fameux humus stables du sol. Et maintenant, on va en revenir aux apports. Vous apportez sur votre sol une épaisse couche d'œufs. Option 1, le foin. C sur N de 25. Les champignons, les bactéries, vers de terre, etc. Mais les vers de terre, ce n'est que le transit. C'est les bactéries qui sont dans le tube digestif du ver de terre qui digèrent le foin que l'on apporte. Donc, on va dire essentiellement bactéries et champignons vont commencer à gloutonner. Il y a beaucoup de spaghettis. Ils vont se multiplier.
Donc une bactérie va devenir deux bactéries vont devenir 4 bactéries, etc., etc. Et chaque fois que 15 grammes de carbone sont utilisés pour fabriquer une nouvelle bactérie, il faut 1 gramme d'azote. La recette du vivant. Vous pouvez vous tourner, vous pouvez frapper la tête contre le mur, c'est comme ça. Par chance, une partie du carbone est en même temps, et c'est ça qui est très difficile à comprendre, et j'ai l'impression que beaucoup de jardiniers ne l'ont pas compris, le carbone est en même temps le carburant du vivant. Donc une partie du carburant va être flambée et rejetée sous forme de CO2, et une autre partie du carbone, hop, 15, 1 d'azote, et je fabrique de l'humus que je stocke dans le sol. Et le rapport C sur N de 25 du foin est quasi idéal parce que 10 vont être flambés pour nourrir, apporter l'énergie aux organismes qui font ce boulot et 15, c'est immobilisé dans le produit fini. Une fois que vous avez compris ça, tout devient très simple. C sur N de 25 relativement idéal, donc neutre. Il y a ce qu'il faut dans le foin que vous apportez. Les bactéries trouvent. Ok, tout marche bien. J'ai tout à l'heure utilisé le nom de Kwashiorkor pour comparer donc une carence en protéines et le syndrome que cela provoque chez des enfants malnutris. J'aurais pu ici reprendre cet exemple. Donc, lorsque j'apporte du foin, en fait, c'est un peu comme si j'apportais un spaghetti bolognaise dans lequel le spaghetti apporte l'énergie et la partie viande hachée va apporter les protéines dont aurait besoin un adolescent. Donc là, la comparaison entre une bonne nutrition d'un humain et donc l'estomac d'un humain et un sol vivant qui doit être bien nourri si on veut qu'il se développe de façon harmonieuse aurait été tout à fait pertinente et c'est pour ça que je la rajoute. On ne peut pas manipuler le concept de sol vivant, sol vivant, sol vivant, sol vivant sans se poser la question de qu'est-ce que je donne à bouffer à mon sol vivant pour qu'il soit bien nourri. La seule différence, elle est de taille, mais pas tant que ça, c'est que chez nous, ça rentre dans le corps et estomac et tube digestif vont extraire ce qui est utile à notre organisme, l'énergie qui me permet là de gigoter, de penser, de monter, de cliquer, etc. Et les atomes qui permettent de renouveler les cellules qui s'usent et qui s'abîment, ce qui chez nous se passe à l'intérieur, dans un sol, c'est à l'extérieur des organismes, des bactéries et des champignons, parce que c'est des organismes simples qui digèrent par leur extérieur. Donc le sol est l'estomac de vos organismes vivants et ce que vous mettez sur votre sol, c'est comme la nourriture que vous mettez dans un animal, dans un enfant. Et donc le potager du paresseux a été conçu à l'origine. J'ai calculé des rations pour mon sol et j'en suis arrivé au foin, non pas par une fantaisie, mais par la conviction profonde que si le foin nourrit bien une vache, nourrit bien un âne, nourrit bien ceci, à ce moment-là, ce foin nourrira bien les bactéries, les champignons, les vers de terre qui sont dans mon sol et donc nourrira bien mon sol vivant. Voilà donc la logique de tout ça. Continuons donc avec d'autres matériaux et on va comprendre tout de suite ce qui se passe. Vous mettez du BRF. BRF, vrai BRF, là je ne parle pas de broyat. Hein. BRF,
C sur N, ça dépend un tout petit peu des espèces, etc. Ne chipotez pas, ordre de grandeur 50. Alors là, ça se corrige déjà un peu. Une partie est flambée, 10, il reste 40. Pour 40, il ne faudrait pas un azote, il en faudrait 2,5. Et il n'y en a qu'un. Je vous dirai ce qui se passe. Maintenant, on va prendre de la paille. Paille, c'est sur N, 80, 100, jusqu'à 120, ça dépend. Il y a des pailles qui sont plus ou moins, on va dire, fibreuses, plus ou moins rudes, entre le blé, l'orge, l'avoine, etc. Prenons 100, chiffre moyen. Et bien là, beaucoup de carbone, beaucoup d'énergie, beaucoup de bactéries, de champignons qui veulent se multiplier parce qu'il y a de l'énergie. Donc il y a des spaghettis. Ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Mais chaque fois qu'on a 100, il faudrait 6 azote. Et il y en a un. Parce que le C sur N est 200. Alors là, ça coince déjà un peu plus sérieusement. Poussons le raisonnement jusqu'au bout. On utilise des copeaux de bois. Copeaux de bois, ça dépend beaucoup des espèces entre les feuillus tendres, durs, les résineux, etc. Mais on est dans des ordres de grandeur de C sur N de 200 à 250. Et alors là, il faudrait combien? Il faudrait 12, 15 azotes alors qu'il n'y en a qu'un. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, le vivant trouve des solutions. Le vivant trouve toujours des solutions. Vous mettez votre épaisse couche de copeaux de bois, le champignon commence à se développer, il forme des réseaux. Beaucoup de carbone, beaucoup de spaghettis, pas de viande hachée, l'azote. Eh bien, qu'à cela ne tienne. Les réseaux de champignons se développent dans le sol et vont chercher de l'azote parce qu'il y a toujours un peu d'azote dans le sol. C'est pour ça que vos plantes, elles poussent. Donc, elles prennent l'azote, les nitrates s'ils n'ont pas été lessivés, l'ammonium, qui lui est stocké, relativement bien stocké dans le sol, et elles le prennent, et elles font leur tambouille de l'humus, hop, et je stocke. Et seulement, après avoir mis cette couverture, je dis n'importe quoi, au mois de février, vous vous mettez en tête, au mois d'avril, de planter vos légumes. Vous pouvez les planter, vous vous rendez compte de rien, sauf que, tout à coup, vous vous rendez compte que ces légumes poussent mal, sont chétifs, montrent des feuilles d'un vert jaune plutôt que d'avoir un vert bien intense, bien vert, voire vert bleuâtre, qui sont des indicateurs de teneur en azote. Et vous avez donc tout simplement des légumes qui ont faim d'azote. Comme conséquence d'apports élevés de matières trop pauvres en azote. Cet azote n'est pas perdu, puisque je vous ai dit que les organismes se multipliaient et ils fabriquaient leurs protéines, etc., en empruntant de l'azote au sol. Ils stockent de l'azote sous forme d'acide, de substances humiques dans le sol. Donc l'azote est toujours là, simplement il n'est pas disponible pour les plantes. Il est soit lié aux organismes vivants qui se sont multipliés, soit lié aux substances humiques stables, ce qu'on appelle les matières organiques stables du sol. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, cette faim d'azote, on peut la résoudre de 36 façons. On peut apporter de l'azote minéral directement assimilable, engrais azotés minéraux solubles, engrais azotés organiques un peu moins rapidement solubilisés parce qu'il faut d'abord que ce soit minéralisé, mais ça va vite si ce sont des matières, par exemple, d'origine animale, du sang desséché, des choses comme ça.
Ça va très vite si vous utilisez de l'urine, hein, qui est donc de l'urée qui, dans les heures qui suivent dans un sol qui est à 15 degrés, c'est déjà ce qu'on appelle de l'ammoniac, en fait des ions ammonium, qui eux-mêmes très vite deviennent des nitrates. Bon, on vient donc voir une première option pour corriger un C sur N trop élevé, donc un manque d'azote. C'est par le haut, on met un couvert dont on sait qu'il est trop pauvre et on apporte de l'azote sous une forme rapidement assimilable. Comme ça, les organismes qui ont les spaghettis vont aussi trouver la viande hachée. Donc, ils ont le carbone, ils vont trouver l'azote dont ils ont besoin pour se multiplier, pour fabriquer les composés humiques. Une deuxième option est de laisser agir cette fin d'azote et savoir que le vivant a des mécanismes qui permettent de corriger cette fin d'azote. Ce sont des bactéries descendant direct des bactéries primitives qui étaient à l'origine de la vie sur Terre. À l'origine de la vie sur Terre, il n'y avait pas des matières organiques dans le sol, il n'y avait pas de matière organique, puisqu'il fallait d'abord créer la vie et donc d'abord créer les matières organiques. Donc ces organismes-là n'avaient qu'une seule option, il y a environ 3,4 milliards d'années, ils n'avaient qu'une seule option consistant à se débrouiller avec l'azote de l'air. Ce qu'aujourd'hui, très peu d'organismes savent faire. Et donc, ils ont les mécanismes génétiques pour transformer l'azote de l'air en toutes les substances dont le vivant a besoin, toutes les substances dans lesquelles se trouve de l'azote, les protéines, les ADN, les ARN, les ceci, les cela, tout ce qui permet à une cellule de fonctionner. Alors il y a deux sortes de bactéries de ce type-là, celles qu'on dit libres et celles qu'on dit symbiotiques. Les symbiotiques ont trouvé malin de s'associer avec des plantes, les plantes de la famille des Fabacées, essentiellement quand il s'agit des plantes courantes, il y en a d'autres, mais qui les nourrissent, donc qui leur apportent les produits de la photosynthèse, spaghettis, molécules énergétiques carbonées, et en échange, donc, ces bactéries hébergées dans les nodosités de ces Fabacées, ce qu'on appelait les légumineuses, vont fixer l'azote et le transformer en ammonium, avec lesquels donc les plantes et les bactéries vont alimenter les besoins des cellules en azote. Deuxième option, ce sont des bactéries libres, donc descendants de ces très lointaines bactéries, qui, lorsqu'ils trouvent dans le sol des molécules riches en énergie, voire lorsqu'elles sont photosynthétiques, comme peuvent l'être certains groupes de ce qu'on appelle des algues, qu'on appelle plutôt des archées aujourd'hui, dans le sol, qui existent dans le sol. Et ces organismes vont alors fixer l'azote de l'air pour se multiplier et à leur mort, ils auront enrichi le sol. Que ce soit les légumineuses, que ce soit ces bactéries libres, les légumineuses bien nourries par la photosynthèse, ces bactéries libres nourries par le carbone qui existe dans le sol ou par la photosynthèse lorsque ce sont des bactéries voisines des algues et photosynthétiques, à ce moment-là, le sol s'enrichit en azote et progressivement, le déséquilibre qu'a introduit le jardinier se corrige. Voilà, donc ça c'est
le deuxième mécanisme qui nécessite d'être un peu patient. Et là, on voit qu'apparaît une deuxième notion que je trouve beaucoup trop occultée dans les débats autour de la fin d'azote, autour des broyats, etc., qui est la vitesse à laquelle une matière va se décomposer. Si tu as le matériau le plus pauvre que tu puisses imaginer, Jean-Pierre, des sciures d'un feuillu dur, hein, tu vas au cœur du chêne ou du hêtre, cette sciure sera très très pauvre en azote puisque c'est essentiellement de la lignine, des tanins, ce qu'on a vu précédemment dans la question précédente comme étant des molécules constituées uniquement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. N, l'azote, voilou. Et donc tu mets ça, mais comme ce sont des matériaux qui se décomposent éventuellement très lentement, s'ils sont tanniques par exemple, riches en tanins, ben, l'effet, la fin d'azote peut ne pas sauter aux yeux. Ou si ton matériau est en surface et que tu es en plein été et qu'il fait sec et que le sol qui est en dessous même est à peine humide et les sciures ne sont humides que sur 3 mm, ça veut dire que tu as un saucisson sec, c'est-à-dire pas d'activité bactérienne. Et dans ces circonstances-là, vu que les organismes décomposeurs de ces matières organiques ne fonctionnent pas, ils ne prélèvent pas d'azote, la fin d'azote passe inaperçue. A l'inverse, tu as des branches relativement fines que tu tailles finement, qui s'éclatent en lamelles suivant le broyeur que tu utilises, que tu apportes suffisamment tôt au printemps, au moment où il va commencer à faire chaud. Le matériau est humide sur toute son épaisseur, donc l'humidité. Très vite, les filaments de champignons se développent là-dedans pour décomposer. Ou à l'automne, septembre, les pluies reviennent, tout ce que tu as mis comme broyat est humidifié par le haut, le sol en dessous est sec, les températures au-dessus, les septembre qu'on a maintenant 30 degrés, activité intense de ces organismes qui vont chercher l'azote, comme je viens de le décrire, par tous les moyens. Et là, tu peux éventuellement voir apparaître une fin d'azote. Donc la fin d'azote, c'est finalement, pour résumer, conclure cette question, c'est quoi? C'est la conséquence d'apports de matériaux qui sont pauvres en azote, riches en énergie. Elle sera d'autant plus carabinée que cette pauvreté va vers des C sur N supérieurs à 100, supérieurs à 150 du côté de 200. Donc là, ça crie la famine. Mais ce n'est pas tout. Ça dépend aussi de la vitesse à laquelle ça se décompose, donc le moment où tu mets, l'humidité, la température, qui sont des facteurs essentiels qui conditionnent l'activité des bactéries et des champignons. Et troisième chose qu'on a évoquée dans la première question, ça dépend de la présence d'un certain nombre de molécules qui sont là pour protéger le bois et éviter que l'arbre ne soit attaqué. Et ces tanins, ces terpènes, ces résines vont ralentir l'activité biologique et donc vont estomper la fin d'azote que le jardinier éventuellement ne verra pas. Donc fin d'azote, oui ou non, ça dépend. Quel broyat, je ne refais pas. Ma discussion sur le caractère très peu clair d'un broyat,
Si tu vas chercher un broyat à la déchetterie au moment où ils ont eu beaucoup de gens qui ont taillé des haies avec un taillet, avec des branches très très fines, mais beaucoup de feuilles dessus, on a quelque chose qui est relativement riche en azote, hein, parce qu'il y a peu de bois, le rameau n'est pas encore aouté, beaucoup de feuilles, ça finit à la déchetterie, si c'est ça qui domine, tu as presque une tonne de gazon. Et à l'inverse, taille de quelqu'un démolit une vieille haie de thuya avec des troncs comme ça qui fout là-dedans, que la déchetterie transforme en broyat, et tu auras un matériau très très pauvre en azote. Donc différence entre les broyats, différence entre les quantités qu'on met. Si tu mets 1 centimètre, même le matériau le plus pauvre, il aura très peu d'influence par rapport à un sol qui fait 30 centimètres et qui a des stocks d'azote. Donc l'autre, il veut 3 euros, c'est comme quand ton fils te demande de l'argent de poche. C'est pas ça qui déséquilibre le budget de la famille. Tu lui files 10 euros pour aller au cinéma. Enfin, aujourd'hui, ça suffit pas. De mon temps, quand mes gamins me réclamaient, 10 euros suffisaient pour aller au cinéma et même avoir des pop-corn. Donc, voilà. Et la vitesse intrinsèque, donc sécheresse, température, présence ou non de tannin. Et donc là, tu vois que si tu mets tout ça dans une boîte, tu as toutes les situations possibles et n'importe qui dit n'importe quoi à propos de broyat aura raison s'il est honnête. Bien sûr, si, comme ce que j'ai vu parfois sur YouTube, on voit un néo-rural en général, parce qu'ils sont quand même parfois mal informés, devant une courge qui a 3 petites branches qui font 1,20 m et une courge comme ça, et que le gars est très content, ben oui. Dans le magasin, il achetait des tranches de butternut ou de courge, donc il ne sait pas qu'une citrouille, ça peut être grand comme ça. Et donc il se filme en toute naïveté, il est très content, c'est sa première courge. Voilà. Bon, effectivement, si tu n'as aucune ambition, et si tu t'en fous, la fin d'azote, tu peux t'en foutre, mais alors complètement, quoi. Il y aura toujours un petit quelque chose, parce que même avec la fin d'azote la plus carabinée, tu n'auras pas des légumes qui meurent sur pied. Voilà donc ces appréciations qui peuvent beaucoup varier, qui peuvent donner à des disputes, et comme j'avais commencé à le dire, si tu es honnête, ben, tu vois toi-même, tu as une petite, une moyenne, une grande fin d'azote, tu as trop d'azote, des légumes trop verts, donc trop fragiles à des maladies, ce qui n'est pas souhaitable non plus. Voilà, toutes les situations sont possibles, et à partir de là, tout le monde peut avoir raison. Voilà, cette question a été encore plus longue que je le pensais. La suivante, je le promets, Jean-Pierre, sera beaucoup plus courte. Bon, je l'avais dit dans l'intro, ce n'est pas ma vidéo la plus fluide, la plus limpide du point de vue des idées. Elle est ce qu'elle est, prenez-la comme elle est. 2, 3 commentaires. Donc, je voulais rajouter le fait que, évidemment, quand j'utilise l'image des spaghettis bolognaises, c'est une image qui date, elle n'est pas très végane, et comme toute image, comme toute allégorie, elle est évidemment extrêmement réductrice, extrêmement simplificatrice. C'est vraiment pour montrer cette histoire de les spaghettis glucides purs, on va dire, l'accompagnement donc à base de viande, ou vous pouvez le faire avec des haricots, des lentilles, etc., donc qui apporte les protéines de façon à équilibrer et apporter les 2 éléments essentiels dans l'alimentation d'un adolescent. Bien sûr, il y a tout le reste, les vitamines, les autres minéraux, etc., etc. Donc prenez-le vraiment pour ce que c'est, une comparaison extrêmement schématique pour essayer
démystifier ce rapport C sur N dont j'ai parfois l'impression qu'on en fait mais tout un pataquès, alors que quand on se penche dessus, mais qu'est-ce que c'est? Ça me paraît quand même assez simple. Le deuxième point concerne donc ces fameuses bactéries fixatrices, donc qu'elles soient dans les notosités des plantes de la famille des légumineuses, donc aujourd'hui appelées fabacées, ou qu'elles soient libres dans le sol, se nourrissent de ce qu'elles trouvent comme glucides à décomposer, tout en piquant l'azote de l'air. Il faut bien, je suis passé un tout petit peu vite, il me semble, il faut bien comprendre que dans un premier temps, cette fixation d'azote, ces bactéries ne le font pas automatiquement, gratuitement, pour nourrir les plantes. Celles qui sont symbiotiques sont engagées dans un donnant-donnant. Tu me donnes du sucre, donc je te donne. Elles nourrissent effectivement les légumineuses. Par contre, ne pensez pas qu'elles diffusent cet azote dans le sol. Et les fixatrices libres, c'est des bactéries qui vont se multiplier quand il y a suffisamment d'énergie, donc suffisamment de glucides, en empruntant l'azote de l'air, puisque les matières, on est dans l'hypothèse où on apporte des matières pauvres, donc ne leur fournissent pas tout l'azote dont elles ont besoin, elles vont d'abord vivre. Et donc, tout ça va être libéré à la mort de la plante, à la mort de ces bactéries. Et donc, on comprend qu'on a un déphasage entre le moment où on va apporter les matériaux pauvres dont il est question et le moment où cette fin d'azote qui peut apparaître va se résorber par la décomposition de ces bactéries ou de ces nodosités des légumineuses. Donc, il faut bien avoir conscience qu'il y a là un déphasage, un décalage dans le temps entre la création de la fin d'azote et la correction qui va intervenir naturellement. Un autre point que je n'ai pas évoqué est que lorsque, dans certaines circonstances que je décris, l'activité biologique est ralentie, il fait trop sec, il fait trop froid, éventuellement dans des conditions d'acidité extrême d'un sol, etc., on ne verra pas cette fin d'azote, où elle se manifestera très peu puisque l'activité est ralentie. Donc en gros, vous avez des adolescents mais qui ne mangent pas. Vous leur mettez une assiette avec beaucoup de spaghettis et très peu d'accompagnement, mais ils ne mangent pas. Donc il n'y a pas de fin d'azote, où elle n'apparaît que très très peu, elle passe quasiment inaperçue. Mais il faut savoir alors qu'on n'a pas non plus tous les bénéfices. Donc ce n'est pas une situation souhaitable, puisque du coup on n'a pas l'activité biologique, qui a d'autres intérêts dans l'équilibre du sol, dans la nutrition des plantes, dans la gradation, l'amélioration du sol, dans l'aération du sol. Donc certes la fin d'azote n'apparaît pas beaucoup, mais ce n'est pas une situation heureuse puisque l'activité biologique ne marche pas bien non plus. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut rechercher. Autre point encore, c'est que cette notion de fin d'azote est extrêmement variable selon l'ancienneté des apports dans notre potager.
Et la question de la fin d'azote se pose surtout lorsqu'on démarre dans une situation de sol pauvre. Par exemple, il y a eu des remblaiements autour de la maison qu'on a fait construire. On récupère, comme ça a été mon cas, une prairie qui n'a jamais été fertilisée, alors jamais non plus traitée, donc pas détruite, mais naturellement tout de même une prairie pauvre avec une activité biologique, des vers de terre, mais par manque de nutriments relativement modeste. Et si tout à coup on baigne là-dessus des camions, des semi-remorques d'un matériau pauvre, on va avoir un besoin considérable d'azote par la vie biologique qui va progressivement s'installer. Et donc là, dans cette phase-là, les 2-3 premières années, les mécanismes de compensation ne marchent pas bien. Il y a un énorme plâtré de spaghettis, des adolescents extrêmement affamés qui bouffent les spaghettis et qui cherchent donc la sauce qui va avec. Et là, donc, on va voir apparaître des fins d'azote qui se traduisent dans les faits par des légumes assez chétifs. Donc, ça m'est arrivé l'une ou l'autre fois qu'on m'ait présenté tel ou tel projet de jardin, superbe jardin, mandala, etc. etc. Les personnes qui étaient là étaient très fières et j'ai dû leur dire en face que c'était pas très satisfaisant, leurs aubergines comme ça, leurs courgettes comme ça, à feuilles jaunes, et je leur expliquais ce qu'était la fin d'azote qui l'a sauté aux yeux, quoi. C'était, je suis resté poli parce que quand je suis invité quelque part, des fois, pas toujours, mais des fois je sais me tenir. Et donc j'ai pas dit que c'était minable, un ratage total. J'ai juste dit qu'il y avait une fin d'azote et qu'il ferait bien de se mettre à pisser là-dessus sérieusement quand j'aurai le regard tourné. Alors tout ça pour dire aussi que le débat peut très vite être pipé par des gens qui vont vous dire ah non, la fin d'azote, ça n'existe pas, c'est une invention des agronomes conventionnels, les chimistes, etc., en omettant de dire que ça fait maintenant 10, 20, parfois 30 ans qui font des apports et des apports et des apports de différentes matières, éventuellement pauvres, et donc vous comprenez par les mécanismes correctifs que j'ai évoqués que petit à petit, ils ont fini par accumuler un réservoir tampon d'azote et de tous les autres minéraux. Bref, ils peuvent mettre du gravier en surface, ils peuvent donner un 30 tonnes de gravier, planter des courgettes ou des tomates dedans, elles seront magnifiques parce que tout simplement, tel un semi-remorque lancé à 90 sur l'autoroute, il peut lever le pied, il peut tomber en panne sèche, il va encore rouler pendant je ne sais pas combien de temps. Donc attention aux biais, parce que évidemment ces jardiniers fort expérimentés sont très souvent aussi très crédibles parce qu'ils connaissent tout, sur toutes les plantes, toutes les maladies, etc. Et donc les yeux fermés, quand ils disent la fin d'azote ça n'existe pas, on les croit. Ils ont oublié comment ils ont commencé, sans doute peut-être n'ont-ils même pas commencé sur une terre vierge, un remblai, un vieux champ de maïs ou une vieille prairie, comme je l'ai évoqué. Et là, ceux qui les idolâtrent un peu bêtement peuvent tout à coup avoir comme une mauvaise surprise. Voilà. Ultime point. Il y a un indicateur qui nécessite juste un tout
petit peu de métier. La première année, quand on jardine, si on n'a pas bien observé et si on ne connaît pas bien ces variétés, c'est pas évident. Mais pour une sorte de légumes donné, prenez des tomates, ou prenez des céleris, ou prenez du persil, ou prenez des... qu'est-ce qu'on va prendre encore? Des salades. Une variété donnée, vous allez avoir des nuances de vert qui, comme les photos qui ont défilé à un moment donné, vont depuis un vert quasi jaune à, chez certaines plantes, un vert quasiment bleuâtre. La pomme de terre est aussi un très bon indicateur parce qu'elle est assez vorace. Et donc là, cette gamme de nuances de vert est en quelque sorte, sans aucune analyse chimique, un indicateur de fin d'azote de votre sol. Pour ma part, bien évidemment, j'essaye d'éviter la situation où c'est vert pâle, mais ça peut arriver en sortie d'hiver. Sol froid, lessivé par toutes les pluies en hiver, sol en dessous d'une température de 14 degrés, activité de nitrification en berne, donc sur des premiers légumes que j'installe des fois un peu brutalement dans ma stratégie de cultiver très très tôt au printemps, j'ai des fins d'azote, non pas parce que j'apporte des matériaux pauvres, mais tout simplement parce que pour l'instant, les mécanismes du sol sont encore grippés et que l'essentiel de l'azote qui était disponible a été disponible sous forme de nitrate directement assimilable, a été lessivé par les pluies d'automne, s'il y en a eu suffisamment, d'automne et d'hiver. Donc je peux avoir des situations de fin d'azote avec un feuillage un peu clair et à ce moment-là, je le corrige tout simplement par quelques petites giclettes d'urine qui va agir dans les 2-3 jours qui suivent et corriger cette fin d'azote. Je ne cherche pas à avoir des légumes très très vert sombre avec une croissance très exubérante parce que ma conviction, c'est une conviction, vous la retenez ou vous ne la retenez pas, ma conviction est que même si je pousse avec des produits naturels, du foin, de l'urine, etc., même si cette fertilisation est plus complète que ne peut l'être un simple ammonitrate qui n'apporte que de l'azote. L'urine, par exemple, va apporter un peu de phosphore, un peu de sel aussi, un peu de sodium, qui n'est pas souhaitable, mais qui y est. Le foin va apporter toute la panoplie des nutriments nécessaires à mes légumes. Néanmoins, je pense que trop pousser la croissance pour obtenir des rendements avec l'objectif final de frimer dans une vidéo pour vous impressionner me paraît négatif. On sait avec une certitude scientifique absolue que les pucerons, les mamans pucerons, goûtent les plantes pour trouver celle dont la sève est la plus riche en azote. Pourquoi? Exactement, kwashiorkor, etc. Elle a le même souci de toute maman, c'est-à-dire d'offrir une nutrition équilibrée à ses bébés pucerons. Et ces bébés pucerons trouvent dans la sève beaucoup de sucre, donc ils sucent du Coca-Cola à longueur de journée. Ils risquent d'avoir une croissance déséquilibrée comme un Américain qui fréquente les McDo. Bon, même si c'est une caricature, on va encore me reprocher d'utiliser des caricatures. Oui, j'utilise une caricature pour rendre les choses compréhensibles. Et en filtrant beaucoup de sève, il va trouver, le bébé puceron, il va trouver un peu d'azote
pour sa croissance. Donc la maman sélectionne les plantes qui sont les plus riches en azote. Donc poussez vos légumes, pissez sans mesurer les quantités que vous pissez. Et de même qu'un agriculteur conventionnel avec ses excès d'ammonitrate, vous aurez des problèmes de parasitisme. J'ai évoqué les pucerons, mais bien évidemment, ce que je viens de dire est tout à fait vrai aussi pour les chenilles, dont la croissance nécessite de l'azote, et donc plus les feuilles sont vertes et riches en azote, et plus la croissance des bébés chenilles, enfin les chenilles sont les bébés des papillons, sera efficace. Donc pour moi, la raison, c'est d'être là au milieu, où j'obtiens des légumes de taille respectable qui me satisfont. Et comme je ne m'inscris à aucun concours d'avoir la plus grosse, ça me suffit. Conclusion, apprenez à connaître la couleur, comment dire, toute l'étendue des vers de chacun de vos légumes et vous saurez diagnostiquer les fins d'azote. Ça tire sur le vert jaune et on a vu quelquefois avec des nuances de violacé qui apparaissent dans le cas des carences très très sévères. Pourquoi violacé? Décidément, cette vidéo va être longue, mais quelque chose que vous connaissez sur les arbres en automne. Quand la température baisse et les jours raccourcissent, les arbres dans leurs feuilles cessent de renouveler la chlorophylle et apparaissent d'autres pigments des feuilles, les anthocyanes, etc., qui sont colorés plutôt en violacé, qui étaient masqués par la chlorophylle. Eh bien, carence d'azote, pas d'azote pour former de la chlorophylle, donc dans le cas de carence sévère, vous verrez apparaître ces colorations violacées. Le stade intermédiaire étant le jaunâtre, peu de chlorophylle. Donc voilà des repères à apprendre, donc variété par variété, puisque donc je prends le cas des laitues, la goutte jaune d'or, elle ne porte pas par hasard ce nom, c'est-à-dire que de façon génétique, ces feuilles seront jaunâtres. D'autres sont plus vertes. Apia, par exemple, a des feuilles naturellement plus vertes que la goutte jaune d'or. Et donc là, il y a, j'allais dire un métier, nous sommes des jardiniers amateurs. Moi, je ne suis jamais qu'un amateur, mais il y a tout de même des connaissances, des observations à se mettre dans le crâne avec une grille de lecture. Si on ne connaît pas ces histoires-là, eh ben, on dira, voilà, j'ai des belles laitues. Elles sont jaunes, mais elles devraient être vertes. Si c'est des apias, mais on sera content, puisqu'on ne sait pas qu'elles seraient plus belles si elles étaient vertes. Les épinards aussi sont un très bon indicateur avec des réactions très sensibles à la richesse en azote. Voilà, je vous ai tout dit, je vous en ai trop dit, je vous ai saoulé. Je vais prendre ma bière sans alcool, hein, donc mon eau gazeuse, parce qu'à force de parler, j'ai soif. Je vous laisse, à une prochaine. Ciao.